C'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai l'honneur d'accueillir en votre nom à tous, membres du collège, collaborateurs de l'institution, participants et invités à notre colloque, notre ministre, qui avait très largement contribué à la préparation de cette journée en sa qualité de présidente de la Haute Autorité de Santé. Puis-je dire, Madame la Ministre, que vous aviez largement anticipé que la pertinence dans tous ces états deviendrait l'une des clés, et peut-être aussi la clé de voûte de la recomposition d'une santé responsable et raisonnée, que vous aviez déjà, il y a quelques mois, donné à l'HAS sa feuille de route ministérielle. Nous allons, Madame la Ministre, vous écouter avec beaucoup d'attention, mais l'une d'entre nous qui est assise à vos côtés à cet instant, le professeur Dominique Le Guludec, vous écoutera et vous entendra avec encore plus d'attention. Madame la Ministre, vous êtes ici doublement chez vous. Monsieur le directeur de la Haute Autorité de Santé, cher Dominique, Mesdames et Messieurs les collégiens, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vous remercie très sincèrement de m'avoir invité à ouvrir votre colloque. Je suis, comme vous pouvez l'imaginer, particulièrement heureuse d'être de nouveau parmi les membres de la HAS. Ma présidence de la HAS l'an dernier a été une expérience formidable qui continue de nourrir mon action chaque jour en tant que ministre. Si je suis heureuse d'être avec vous ce matin, c'est aussi que je sais l'importance à vos yeux, depuis longtemps déjà, du concept de pertinence. Depuis sa création en 2004, la Haute Autorité de Santé s'est intéressée à ce thème majeur de santé publique, qu'il s'agisse de pertinence des actes, de pertinence des séjours, de pertinence des parcours de soins. Vous avez aussi parlé de pertinence des modalités de prise en charge. Ce concept n'intéresse pas seulement votre institution, mais elle préoccupe de longue date les professionnels et les Français. C'est d'ailleurs tout le paradoxe. Voilà plus de 20 ans que nos concitoyens s'interrogent sur l'opportunité de certaines pratiques médicales ou de certains parcours de soins. Et pourtant, les politiques publiques ne se sont appropriées ce thème que très récemment. Je sais que les efforts à fournir en vue d'une meilleure pertinence seront intenses, tant les enjeux sont multiples. L'enjeu premier, bien sûr, c'est celui de la qualité des soins. Les recommandations de bonne pratique sont nécessaires pour déterminer le bon soin au bon moment, à la bonne personne, au bon endroit. Pour ce faire, il convient de donner à la médecine fondée sur les preuves toute la place qui lui revient pour limiter le rôle de l'intuition et de l'empirisme. Outre le travail d'analyse de la littérature et des données probantes permettant d'élaborer des recommandations, nous savons aussi que l'expérience du professionnel est également déterminante pour prendre en compte les spécificités de chaque cas et adapter éventuellement les recommandations de bonne pratique. Enfin, cette médecine fondée sur les preuves doit prendre en compte le désir, le choix ou le souhait du patient, dont l'implication dans sa prise en charge est fondamentale pour une relation médecin-malade équilibrée. Ainsi, les recommandations doivent être scientifiquement fondées. Telle est l'exigence que nous devons avoir. Elles doivent aussi être facilement accessibles aux professionnels et aux patients eux-mêmes, et ce pour tous les malades, quelles que soient leurs conditions et quel que soit leur territoire. Déjà, à la Haute Autorité de Santé, vous aviez développé l'information du patient et la relation soignant-soigné pour faire du patient le co-auteur de sa sécurité et de la qualité des soins au sens large. D'ailleurs, dans ce contexte, le premier indicateur ISATIS que vous avez mis en place se propose de mesurer l'expérience du patient dans les établissements de santé pour faire de son avis un indicateur de santé au sens plein et entier. C'est une première étape concernant les indicateurs de qualité des parcours.
Des indicateurs de qualité de parcours pourraient également, à l'avenir, être développés dans le champ ambulatoire, prenant également en compte l'expérience des patients. Le deuxième enjeu est celui de la sécurité. Vous le savez, il me tient à cœur. En tant que médecin, bien sûr, nous sommes tous attentifs à la devise d'Hippocrate « D'abord ne pas nuire, ensuite soigner ». Vous avez développé à la Haute Autorité de Santé la mission sécurité du patient qui doit renforcer les dispositifs existants, notamment en renforçant les compétences individuelles et collectives via le travail en équipe notamment. Cette mission doit également assurer la transversalité de cette priorité avec d'autres institutions. La pertinence des soins est, dans ce contexte de la sécurité, un des leviers que nous devons à nos patients. Enfin, l'enjeu d'efficience est tout aussi important, puisque nous devons le relever dans un cadre financier contraint. Éviter les actes inutiles, c'est aussi éviter les dépenses inutiles pour une meilleure allocation des ressources. L'OCDE et d'autres études ou enquêtes estiment entre 25 et 30% les dépenses d'actes ou de prescriptions inutiles. C'est dire la marge de progression dont nous disposons. C'est la raison pour laquelle je fais de la pertinence des actes et des parcours l'une des priorités de mon action au ministère, afin de redonner du souffle à notre système de santé, afin notamment de pouvoir recentrer nos financements sur les innovations tant attendues. Ainsi, le programme national sur la pertinence, initié par la Direction générale de l'offre de soins il y a maintenant 6 ans, a constitué une étape importante. Je salue le travail admirable qu'ont fourni dans ce cadre la Haute Autorité de Santé, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi que l'Agence technique de l'informatisation et de l'hospitalisation. Ce programme a observé la variation des pratiques territoriales sur le plan épidémiologique. Je pense par exemple à la chirurgie de l'obésité ou à la césarienne programmée. Or, ces opérations, coûteuses ou dangereuses pour certains malades, sont parfois pratiquées de façon routinière, alors qu'il existe des alternatives moins consommatrices de ressources et surtout moins lourdes pour le patient. Ces variations de pratiques sur le territoire nous posent un défi non seulement sanitaire, mais aussi social, si nous voulons un accès à des soins de qualité pour tous sur tout le territoire. Il nous faut dégager ces ressources inutilement consommées. Nous avons donc un défi de faire entrer les enjeux de pertinence des actes ou des parcours de soins dans la pratique quotidienne. C'est de la responsabilité des professionnels de santé eux-mêmes. C'est aussi une responsabilité pour les établissements de santé. Les établissements devraient se voir octroyer un intéressement dès lors qu'ils répondront aux objectifs de pertinence des soins. Les patients doivent aussi se saisir de cet enjeu qui concerne la qualité, la sécurité des soins et l'efficience de notre système de santé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un défi culturel. En effet, l'implication des patients ne saurait se résumer à une démocratie purement institutionnelle. C'est pourquoi je souhaite que la démocratie sanitaire aille au-delà de la nécessaire représentation des patients dans les instances sanitaires. Les patients, et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne la qualité, la sécurité et la pertinence des pratiques, sont des partenaires indispensables de chaque instant, des co-auteurs de leur prise en charge et des experts de leur propre santé. Certes, les enjeux de sécurité, de pertinence et de qualité des soins sont pour le moins complexes. Mais ce qui doit nous rassurer, c'est que nous avons déjà franchi plusieurs étapes importantes. Je vous prie de m'excuser. Merci. Pardon, merci beaucoup. Je suis désolée. Je disais que nous avions franchi plusieurs étapes, pardonnez-moi. L'élaboration et la diffusion des recommandations de bonnes pratiques en direction des médecins, mais en direction également de tous les professionnels, ont sensiblement amélioré la qualité des soins. Je pense aussi
aux travaux que vous faites à la Haute Autorité de Santé en traduisant le programme Choosing Wisely, choisir avec soin, grâce auquel professionnels et patients peuvent échanger sur la pertinence des actes et des traitements. Ces échanges sont d'autant plus nécessaires que, nous le savons, changer les pratiques des différents acteurs n'est pas toujours facile. Trop d'usagers, au dire des généralistes, se sentent rassurés à mesure que s'allonge une ordonnance ou qu'ils ont accès à de l'imagerie ou à de la biologie. De la même manière, le mode de rémunération qui découle de la tarification à l'acte ou à l'activité, la T2A, engendre une tendance à l'inflation des actes. L'inflation qui non seulement s'avère inutile, mais peut nuire sévèrement à la santé des patients. Nous avons donc à intégrer pleinement cette dimension dans les dispositifs existants. Ainsi, la certification des établissements de santé doit intégrer très prochainement l'objectif de pertinence des soins et des parcours. L'accréditation des professionnels de santé, quant à elle, peut valoriser les pratiques exemplaires de gestion de risque. Les orientations nationales du développement professionnel continu vont aussi dans le sens d'une meilleure intégration de la pertinence des soins, tout comme la loi de financement de la sécurité sociale de 2015, qui prévoyait d'ores et déjà l'élaboration d'un plan d'action pluriannuel régional d'amélioration de la pertinence des soins. En outre, comme vous le savez, je porte la stratégie nationale de santé, la SNS, dont j'ai lancé les travaux en septembre dernier et qui est maintenant accessible à une consultation en ligne. Cette stratégie doit, c'est le titre provisoire du 3e axe, garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge au bénéfice de la population. Enfin, j'ai voulu que le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018 porte de nouvelles mesures en faveur de la pertinence et de la qualité des soins. La création d'un fonds pour l'innovation du système de santé, abondé à hauteur de 30 millions d'euros, financera des expérimentations de parcours dans lesquelles je veillerai à ce que la pertinence soit prise en compte et que des indicateurs de qualité du parcours soient élaborés. Le rapport Véran l'a bien montré également, une évolution du financement de l'hôpital est dorénavant indispensable. Nous devons aller vers moins de quantité et plus de qualité. Pour ce faire, je m'engage à ce que soit pris en compte, d'une part, la recherche de la pertinence de leurs actes par les professionnels eux-mêmes au sein des établissements, et d'autre part, les résultats cliniques pour le patient, y compris de leur point de vue. J'ai toute confiance dans les acteurs de la régulation pour se coordonner et construire des modèles innovants de financement à l'hôpital, mais aussi en ville. Grâce à eux, les professionnels retrouveront le sens de leur mission et le système de soins sera en phase avec les attentes des patients. C'est un enjeu fondamental dans lequel vous avez bien entendu toute votre place. J'aimerais d'ailleurs à ce titre tout particulièrement remercier la Haute Autorité de Santé pour son rôle décisif. À la présidence du collège, j'ai été admirative de la qualité de vos recommandations, de la valeur de vos outils d'aide à la décision et de vos travaux à destination des professionnels comme des patients. Grâce à vous, les patients peuvent maintenant prendre part aux décisions qui les concernent, individuellement et collectivement. Mesdames et messieurs, les échanges que vous allez avoir aujourd'hui renforcent ma confiance dans l'amélioration de la sécurité des patients, de la pertinence et de la qualité de leurs soins, pour eux et avec eux. Je ne doute pas que nos efforts conjoints seront couronnés de succès. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée de travail.